Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Excellences. Je vais commencer par introduire le sujet. Je ne sais pas si je peux commencer ou pas. Donc, à la veille de la COP28, la question de l'énergie et de la durabilité est devenue cruciale pour nos sociétés. Alors que nous continuons de dépendre fortement des combustions fossiles telles que le pétrole, le charbon et le gaz naturel, nous sommes de plus en plus conscients des conséquences néfastes de cette dépendance sur notre environnement et notre économie. Les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermique, hydrogène sont devenues une alternative prometteuse aux sources d'énergie traditionnelles. Elles sont considérées comme durables, car elles puisent dans des ressources naturelles qui se régénèrent rapidement, contrairement aux combustibles fossiles qui sont épuisables. L'une des principales questions qui se posent est de savoir si le développement des énergies renouvelables peut favoriser la croissance économique. De nombreux pays ont investi massivement dans les énergies renouvelables ces dernières années, ce qui a créé de nouveaux emplois et stimulé l'innovation technologique. De plus, les études montrent que les secteurs des énergies renouvelables peuvent générer des rendements économiques intéressants. Cependant, il existe également des défis à relever. Le coût initial élevé de mise en place des infrastructures pour les énergies renouvelables peut représenter un obstacle pour certains pays. De plus, l'intermittence des sources d'énergie renouvelables, comme le soleil ou le vent, peut poser des problèmes pour la stabilité du réseau électrique. Et pour ouvrir le débat, l'énergie renouvelable présente un potentiel important pour promouvoir la durabilité environnementale tout en favorisant la croissance économique. Cependant, il est crucial de surmonter les défis techniques, économiques et politiques pour maximiser les avantages des énergies renouvelables. Je vais commencer par présenter le panel d'experts dont je suis honorée de modérer cette table ronde. Son Excellence, le Dr Amani Abouzeid, commissaire aux infrastructures et énergies de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur Zoran Jolewski, ancien ministre de la Défense et fellow à l'université Harvard, ancien ministre de la Macédoine du Nord. Monsieur Éric Besson, ancien ministre d'État de la République française. Monsieur Tariq Aman, directeur général de Mazen, Royaume du Maroc. Monsieur Thierry Lepercq, fondateur de Soldavent et président de Haidil, République française. Monsieur Mehmet Oguchu, je suis désolée si j'écorche le nom, senior advisor de la British Gas et Energy Holding Group, UK, Grande-Bretagne. Monsieur Loïc Jagert-Hubert, CIO Afrique du Nord de Engie, République française. Monsieur Choukri Moussaoui, Cleantech, exécutive, Royaume des Pays-Bas. Monsieur Ahmed Rouizem, Regional CTO, Smart PV, Afrique du Nord, Digital Power Smart PV, Department Huawei. Et Monsieur Shahid Jarmouni, Global Head des énergies renouvelables, New Ventures, BB Energy, Grande-Bretagne. Et je vais commencer par son Excellence, Madame Amani Abouzeid, la seule femme du panel d'ailleurs,
Je vous demanderai, Excellence, à la veille de cette COP28 qui est très importante, qui semble être la dernière chance, d'après les institutions, qui semble être, je vous laisse la parole pour ça, pouvez-vous nous exposer la mission qui est la vôtre à la veille de cette COP28 sur ces sujets-là? Merci. Merci tout d'abord pour m'avoir invité à Meddays. Enfin, c'est mon bébé en quelque sorte, puisque j'étais là depuis le premier jour de Meddays. Mais aussi de me retrouver parmi des amis, des frères et des sœurs. Donc pour moi, c'est une grande joie de me retrouver ici au Maroc et surtout à Meddays. Avant peut-être de passer au COP28, j'aimerais aussi étaler un petit peu ce qui se passe en Afrique. Et permettez-moi peut-être de différer un petit peu de l'introduction que vous avez faite, parce que c'est vrai que nous sommes un continent, grand continent de 54 pays ou plus, mais aussi c'est un continent d'énormes possibilités et d'opportunités. Et donc le titre n'est pas uniquement Polycrise et Polyworld, mais aussi Poly-opportunité. Il faudrait dire que l'Afrique est au centre de ces opportunités, vu l'abondance et des ressources humaines. Nous sommes le continent le plus jeune du monde entier. Nous sommes le continent le plus riche en termes de ressources pour des énergies, par exemple, renouvelables, mais aussi des minéraux et autres. Et aussi, bien sûr, notre position géographique et stratégique. Donc, nous sommes tout à fait au cœur de ce qui se passe, de tous ces changements qui sont en train de se passer au monde. Deuxièmement, un défi énorme pour l'Afrique. Non seulement les polycrises qui se sont succédés surtout depuis 2020, mais aussi le fait qu'il faut se le rappeler. Plus que 50% de notre continent, d'ailleurs 51%, c'est-à-dire 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. N'ont pas accès à l'énergie. 90% de notre population africaine n'a pas accès à l'énergie propre pour la cuisson, clean cooking. Donc ça, c'est vraiment le grand défi que l'Afrique est, et c'est ça le point critique pour notre développement. Et donc cette multitude de crises nous permet, ou bien notre vision, c'est d'utiliser de profiter de ces crises pour créer de nouvelles opportunités en utilisant comment dirais-je, le monde se tourne vers les énergies renouvelables. Je viens de dire que c'est là en Afrique. Nous sommes le leader mondial à propos. Nous sommes le leader mondial en termes d'énergie renouvelable. 40,5% du mix énergétique africain vient des énergies renouvelables. Nous avons 20 pays africains qui dépendent principalement des énergies renouvelables, et il y a des pays dont les sources d'énergie renouvelable représentent 90%. Donc, nous sommes le leader international par rapport aux énergies renouvelables. Et c'est ici même au Maroc la plus grande centrale solaire du monde entier. Et bon, Mazen est là et je suis personnellement témoin. En Égypte, pareil, donc le Binban qui vient aussi d'être entré en opération. L'opportunité, c'est comment tout cela, comment le mettre ensemble pour créer l'opportunité pour l'Afrique. Nos messages pour le COP28, c'est que nous ne sommes pas là pour apprendre les implications du climat, puisque nous en souffrons le plus sur ce continent, et nous sommes les moins émetteurs, nous sommes à 3%. Les besoins en Afrique sont énormes, les opportunités aussi. Et pour cela, pour que ça soit faisable et pour qu'on en profite, il faut des investissements. Je ne parle pas ni d'aide, ni les Loss and Damage Fund, je ne parle pas de ça, je parle d'investissements. Les investissements qui sont équitables, où la perception du risque vraiment reflète ce qui se passe en Afrique et non pas un exercice que quelqu'un a fait se basant à Londres, ou New York, ou je ne sais pas où, et faire que nos pays
pays, il faut le savoir, nos pays payent à peu près des taux d'intérêt qui dépassent 12%, alors que d'autres pays qui sont aussi au même niveau de développement ou autres n'en payent que 0,5 ou 0,8. Donc, il faut absolument que ces perceptions de risque doivent changer pour attirer le secteur privé, mais aussi les MDBs, les banques de développement internationales, qu'elles soient restructurées, c'est ce qui est en cours, pour donc mettre en place des instruments financiers qui sont à la même hauteur que l'urgence et l'importance de ce qui se passe au monde entier et qui prennent compte de cette situation critique, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde que l'Afrique représente. Il faut se rappeler que c'était au Maroc, il y a juste quelques mois, que l'exécutif du FMI a dit que « If Africa is well, the world is well ». Donc, ceci doit être reflété ou bien mise en œuvre à travers des instruments fiables pour l'Afrique, surtout des instruments financiers, mais aussi un transfert technologique et contenu local et prendre en compte notre contenu local et non pas préconiser donc des énergies renouvelables qui dépendent des minerais africains, mais utilisant donc des moyens qui sont même pas humains pour extraire ces minerais. Et je salue aussi donc les efforts qui sont en Afrique. Nous avons 9 pays qui produisent l'hydrogène vert en quelques mois. Ça, c'est ce que l'Afrique peut faire pour le monde. Déjà, donc, nous avons des vaisseaux qui sont en train donc, de naviguer le monde moyennant donc de l'hydrogène vert africain. Donc, vraiment, kudos pour l'Afrique, comme ils disent en anglais. Nous avons déjà plusieurs pays qui sont en train de produire même le fuel durable pour les avions. L'Afrique est loin d'être, comment dirais-je, est loin du monde entier. C'est ce qu'il nous faut, c'est vraiment l'opportunité pour nous prouver à l'échelle mondiale, pour nous servir et servir le monde. Je vous remercie. Merci. Vous m'entendez là? Sans transition, je vais passer à Monsieur Thierry Leperc pour des contraintes d'agenda. Donc, je vais juste vous demander, effectivement, dans votre secteur, qui est le secteur privé, concrètement, qu'est-ce que vous pensez de cet engouement des énergies renouvelables, premièrement, et deuxièmement, en cette veille de COP28, comment sur le terrain cela se passe-t-il? Je vais me permettre de citer quelques chiffres. Le premier, c'est 80%. En 1990, les combustibles fossiles représentaient 80% du mix énergétique mondial. En 2020, les combustibles fossiles représentaient 80% du mix énergétique mondial. Nous avons fait 28 conférences pour rien. Rien. Les émissions ont augmenté de 50%. Et les prévisions sont une nouvelle et forte augmentation d'ici 2030, alors qu'il nous faudrait réduire de 54% ces émissions à l'horizon 2030 pour tenir 1,5 degré. Donc oui, les énergies renouvelables se développent, mais pas complètement. Alors je vais citer un autre chiffre qui va aller complètement dans l'autre sens. Hier, l'industrie photovoltaïque mondiale, principalement chinoise, a produit 2 gigawatts. Hier, ce n'est pas une prévision, c'est hier, 2 gigawatts. 2 gigawatts en un jour. Pour ceux qui veulent faire des multiplications, on est presque à 1000 gigawatts par an. Le solaire est aujourd'hui de très très loin la première source d'énergie mondiale par les nouvelles capacités. Et au rythme d'hier, remplacera 100% des combustibles fossiles en 2040. Alors maintenant, comment est-ce qu'on établit le lien entre les deux? Parce que le dit solaire en question, dont vous parliez, madame, est aujourd'hui aussi de l'énergie la moins chère, puisqu'elle a atteint des niveaux
dans le cadre d'appels d'offres, inférieur à 15 $ du mégawattheure dans certains pays, et notamment des pays très ensoleillés comme le Maroc. Comment on fait le lien entre les deux? Bien, la réponse, alors c'est sûr que c'est une réponse qui est rapide, c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène, on en parlait avec M. le ministre, l'hydrogène aujourd'hui est une industrie à vent. On produit beaucoup de vent, des conférences, des annonces. Et désolé de vous démentir, madame, il n'y a pas d'hydrogène vert aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas de navire qui transporte aucun, pour la bonne et simple raison qu'aucun projet, ou quasiment aucun, n'a aujourd'hui été financé. Et donc, vous aurez compris que pour résoudre le premier problème que j'ai évoqué et saisir l'opportunité de ces gigawatts quasiment infinis dont nous disposons dès à présent, de préférence dans les endroits où la ressource solaire est abondante, suivez mon regard, eh bien, il nous faut transformer ces électrons qui sont en train d'arriver de manière complètement gigantesque en un hydrogène compétitif. Et tout est là. Et aujourd'hui, ce qu'on a comme défi, et je ne voudrais pas monopoliser la parole, je vais juste poser un peu une question à mes copanélistes, comment peut-on transformer à la fois cette urgence climatique monstrueuse dont nous sommes aujourd'hui les pantins, hein, il faut dire, hein, la COP, c'est une farce. Comment on agit correctement à l'échelle industrielle, et qui se pose tout particulièrement au Maroc. Le Maroc, je vais être un peu solennel ici, a une responsabilité, pas tout seul. L'Europe est à côté, cliente. L'Asie n'est pas loin, fournisseur. Mais il faut aujourd'hui des initiatives pour produire massivement de l'hydrogène vert à partir de solaire principalement. Il faut des infrastructures. Et c'est ce que, à notre échelle, nous faisons chez Ideal. Ideal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier projet d'hydrogène vert en Espagne, 4,5 gigawatts de projet, 150 000 tonnes que nous produirons à partir de 2028. Et nous travaillons avec des acteurs marocains parce que nous avons la conviction que le Maroc est uniquement positionné par sa proximité avec l'Europe, par sa ressource, par son industrie, parce que le Maroc est un pays industriel, et il a une industrie qui aujourd'hui non seulement peut produire de l'hydrogène, mais aussi peut l'utiliser. Mais l'enjeu, qui est un enjeu industriel, je vais terminer là-dessus, c'est comment, avec cet outil extraordinaire qu'est la ressource, avec cet outil extraordinaire qu'est la disponibilité des technologies, on fait d'une molécule qui peut effectivement, doit remplacer le pétrole, le gaz et le charbon le plus vite possible, si on doit pas, sinon on doit éviter la catastrophe climatique qui se rapproche. Merci. Donc je vous pose la question, Monsieur Énergie Propre du Maroc. Comment on fait? Et surtout, y a-t-il assez d'investisseurs permettant d'investir justement sur les infrastructures nécessaires permettant de créer cette industrie verte? Alors merci pour la question. Merci à son Excellence Madame Abouzid d'avoir déjà introduit un peu le sujet et les réalisations du Maroc, à Monsieur Le Perc aussi pour avoir positionné le Maroc. Et je vais quand même revenir un petit peu en arrière pour dire, parce qu'on a soulevé un point important qui est la responsabilité. Et je pense que le Maroc a été précurseur dans ce sentiment et cet engagement et cette responsabilité, puisque dès 2009, il a clairement posé une stratégie que Sa Majesté a voulu pour le Maroc, dans laquelle il positionne les énergies renouvelables au centre de son mix énergétique électrique au départ, avec des objectifs clairs et chiffrés, atteindre un minimum 52% de notre mix électrique en capacité à l'horizon 2030. Mazen a été créé justement pour accompagner et mettre en œuvre cet effort, tout de suite après, en 2010, où elle a lancé un ensemble de projets. Madame Abouzid a signalé Norwal Zazat, qui est opérationnel, le plus grand complexe solaire multitechnologie au monde, d'autres projets. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à 42% de notre mix électrique en capacité à base d'énergie renouvelable. C'est bien, ce n'est pas suffisant. On poursuit l'effort. Nous avons aujourd'hui 4600 MW qui sont opérationnels au Maroc dans les énergies renouvelables. Nous avons quasiment la même capacité qui est en cours soit de construction ou de phase finale de développement, qui rentrera en service d'ici fin 2027,
ce qui nous mènerait au-delà de notre objectif, Inch'Allah, avant fin 2027 par rapport au mix électrique. Ceci se traduit par un ensemble de projets éoliens solaires. Bien sûr, le Maroc s'est positionné dans ce secteur pour multiples raisons. Il y a eu une grande crise qui est semblable à ce que nous avons vécu ces dernières années en 2008, avec une flambée des matières premières. Le baril était à $150 et nous sommes un pays importateur. Donc il y avait des motivations économiques, des motivations climatiques. Nous sommes en train aussi de subir des longues périodes de sécheresse, et donc un stress hydrique important. Et nous avons aussi des ressources importantes, éoliennes, solaires, qui nous permettent de nous positionner dans ce secteur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À travers l'électrification, donc nous avons aussi mené un grand effort d'électrification. Le pays électrifié à 99,8%, le taux d'accès à l'électricité de la population. Nous avons un réseau qui couvre l'ensemble du territoire, interconnecté avec l'Europe, avec nos voisins du Sud qui est en cours d'interconnexion, un renforcement des interconnexions en Europe aussi qui est prévu, aussi avec nos voisins de l'Est, qui ont fait réellement un hub énergétique, puisqu'également il y a des interconnexions gazières. Donc tous ces ingrédients font qu'effectivement la responsabilité du Maroc est encore plus portée vis-à-vis de ce sujet qui touche l'ensemble du monde, et notre proximité avec l'Europe aussi fait que nous sommes bien positionnés pour jouer un rôle majeur à l'échelle globale. Les 3 dernières années, effectivement, un nouveau venu s'est positionné, l'hydrogène vert, qui se base essentiellement sur des énergies renouvelables, éoliennes, solaires. Le Maroc a plusieurs avantages dans ce secteur. Une excellente ressource qui se complète, parce que nous avons l'éolien et le solaire dans la même zone, ce qui nous permet en fait de pouvoir amortir les équipements, les électrolyseurs, et atteindre des capacités facteurs élevées qui permettent d'optimiser le coût. Et la question effectivement de l'hydrogène est une question essentiellement de coût. Pour que ça se développe suffisamment, il faut qu'on puisse optimiser le coût de production. Et si on prend un peu l'équation, 60% du coût de l'hydrogène ou ses dérivés, c'est l'énergie renouvelable. Et nous sommes déjà aujourd'hui à, disons, proche d'un optimal en termes de coût de production. Il y a encore des optimisations, mais vu un peu la taille et les enjeux en termes de matières premières, je pense que la marge à gagner sur la partie renouvelable est relativement limitée. Tout l'effort doit être concentré au niveau effectivement de le reste de la chaîne de valeur, donc la transformation en hydrogène, ses dérivés, tout l'aspect logistique, stockage, etc. et optimisation de l'ensemble de la chaîne de valeur de ce produit-là. Et à ce niveau-là aussi, le Maroc a plein d'atouts. La proximité que j'ai citée, le fait d'avoir un ensemble donc d'infrastructures portuaires, etc. Et nous sommes en train de mettre en place une offre Maroc qui sera dévoilée incessamment, qui justement, au-delà de la question de la production d'une molécule verte à coût optimal, se veut un moyen de développement économique, puisque ce qui est visé, effectivement, c'est une industrialisation, c'est une création d'une vraie économie autour de cet hydrogène vert. Alors, l'hydrogène vert, c'est une part de la solution. Ceux qui pensent que c'est la solution finale, ultime, ce n'est pas le cas. C'est une part de la solution, ça aura son positionnement, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rendre une électricité verte, qui est le produit final, en une commodité qu'on peut transporter, qu'on peut facilement trader. Et c'est le seul moyen qu'on sait aujourd'hui pour pouvoir justement faire cette transition. Donc c'est une énergie de transition. Personnellement, je ne considère pas que c'est une énergie à terme qu'on devrait garder, mais en tout cas, je pense qu'il va falloir continuer l'effort sur le développement des moyens de stockage, des moyens d'interconnexion et de transport d'électricité. Mais ça en fait un élément important à développer, et ça a été dit. Donc c'est un moyen aussi d'industrialisation du Maroc. Je cite ici que peu de gens peut-être le savent, en tout cas le Maroc effectivement aujourd'hui un pays industrialisé parce que le produit en termes de valeur qui est
en pole position en termes d'exportation, c'est les véhicules. Le Maroc aujourd'hui est un exportateur de voitures, donc un produit fini industriel, et ça représente la première position en termes de goods qui sont exportés. Et l'idée, c'est effectivement, donc à travers cette énergie-là, pouvoir le valoriser, attirer à la fois les équipementiers à se positionner au Maroc, avoir un vrai transfert de savoir-faire, et dans une approche gagnant-gagnant avec nos partenaires, se positionner comme un fournisseur de molécules ou de ses dérivés ou de produits finis, notamment l'acier vert, l'aluminium et d'autres éléments pour l'Europe. Et dans ce cadre, justement, je pense qu'il est important que le Maroc soit intégré pleinement avec la Commission européenne pour qu'on puisse bénéficier des mêmes avantages et mêmes droits que les membres en termes de réglementation, notamment la question du CO2, un ensemble d'éléments pour pouvoir justement transformer cet hydrogène, le valoriser, et aussi en termes de subventions et d'avantages qui pourraient être octroyés à l'amorce de ces nouvelles économies. Dernier point, donc l'offre Maroc, on attend à ce qu'elle soit publiée incessamment, et Mazen en parallèle, on est en train de développer, à l'instar de ce qu'on a fait pour le solaire et l'éolien, un projet de référence justement pour avoir très rapidement sur le terrain un projet intégré d'une taille industrielle de l'ordre d'une centaine de mégawatts, incluant toute la chaîne de valeur opérationnelle dans les plus brefs délais, pour justement amorcer et transformer l'essai et entamer cette nouvelle révolution énergétique. Merci. Merci de nous avoir présenté Mazen et surtout d'avoir évoqué des projets concrets. Et je pense qu'on reviendra aussi sur l'industrie automobile et le lien qui peut être fait, notamment sur les installations des gigafactories qui commencent à avoir le jour au Maroc. Je vais passer à Monsieur le ministre Éric Besson, ancien ministre de l'énergie en France. Depuis votre passage au ministère, comment voyez-vous l'évolution de la France sur ce sujet dont on parle beaucoup dans les médias et qui concrètement peine à avancer? Avec plaisir, merci. Un mot, si vous le permettez, avant de parler de la France, même si j'aime bien en parler de temps en temps, pour revenir sur la discussion qui vient de s'esquisser entre vous, Excellence, et Monsieur Le Perc. C'est intéressant parce que, au fond, sur ces sujets, tout le monde a raison. Monsieur Le Perc suggérait que, en termes d'énergie, hydrocarbures, utilisation des énergies fossiles, finalement, le monde n'avait pas tellement progressé depuis une trentaine ou une vingtaine d'années. Et c'est vrai, nous sommes toujours à 80% d'utilisation d'énergie fossile. Même si j'ai noté que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie prévoit un pic, donc le point le plus élevé de consommation au milieu de cette décennie, et qu'ensuite ça devrait baisser rapidement pour le charbon et plus lentement et même peu pour le pétrole et le gaz. Et de l'autre côté, vous avez l'OPEP qui vous dit mais nous, notre production va continuer à augmenter. Tout est vrai. Et de l'autre côté, il y a clairement un élan considérable pour les énergies renouvelables d'une part, ce qu'on pourrait appeler de façon plus globale les énergies propres, parce que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu une relance aussi des programmes nucléaires. Et c'est pour ça que je dis énergie propre au sens cumul de renouvelables et de nucléaire. Et les deux sont vrais. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est vrai, c'est que le même rapport de l'AIE nous dit que en 2030, en 2040, nous aurons besoin par rapport à aujourd'hui de plus 30% d'énergie, notamment pour satisfaire ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le développement de l'Afrique, l'urbanisation, pas seulement de l'Afrique, mais puisqu'on vous parliez de l'Afrique, l'urbanisation à venir de l'Afrique. On va avoir un exode rural,
de plus en plus de logements, d'appartements. Il faudra dans certains endroits les refroidir, dans d'autres les réchauffer, etc. Et le monde va avoir besoin de plus en plus d'énergie. Ce que nous, Européens, nous avons parfois tendance à oublier, quand on parle de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique, c'est bien, c'est nécessaire, mais en même temps, le monde va avoir besoin de plus d'énergie. Deuxième chose, c'est que c'est vrai que le renouvelable a pris un essor considérable. Moi, lorsque j'étais ministre de l'énergie, ça remonte à 11 ans maintenant, presque 12 ans, nous étions au début du développement de ces énergies dites renouvelables, et le prix du photovoltaïque comme le prix de l'éolien était démesurément élevé, si je puis dire, comparé notamment à ce qu'était le prix du kilowattheure nucléaire de l'époque. En 10 ans, incontestablement, cela a considérablement chuté. Et c'est donc normal qu'un certain nombre de pays qui sont bien dotés se tournent d'abord vers le renouvelable. Mais la question pour les gouvernants ou pour les agences qui sont en charge de ces questions, finalement, elle est de plus en plus difficile parce que avant, un État devait, parce que l'énergie est vitale, il n'y a pas de vie sans énergie, il n'y a pas de puissance à tous les sens du terme, géopolitique comme puissance d'une nation, s'il n'y a pas une sécurité énergétique. Et jusque-là, la préoccupation principale d'un État, c'était d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique au moindre coût possible. C'était déjà ce que les experts appelaient un dilemme. Maintenant, on a ajouté une troisième contrainte, le fameux trilemme dont parlent les experts, c'est que sécurité, coût et préoccupation environnementale. Ça fait beaucoup pour ceux qui doivent gérer ces questions et qui doivent parfois assumer des chocs qui détournent de l'orientation que l'on voudrait avoir. Le monde entier voulait se tourner vers les énergies propres dans les 2 dernières années. Sauf que si l'on regarde, et là aussi c'est l'AIE qui le dit, les États ont dû consacrer plus de 1000 milliards de dollars l'année dernière simplement pour compenser l'augmentation des prix des hydrocarbures. Autrement dit, pour qu'il n'y ait pas une révolte des populations par rapport au prix de l'essence, prix du gasoil, prix du gaz, etc. etc. Et donc quand vous êtes au gouvernement, vous êtes obligé de tenir compte de ce pouvoir d'achat et des aspirations légitimes de votre population. C'est pour ça que je pense qu'en fait, on ne peut pas parler d'un mix énergétique idéal pour un pays. Il n'y a pas de mix énergétique idéal. Chaque pays est obligé de composer avec ses caractéristiques, ses contraintes, la taille de sa population, son climat, la concentration ou non de sa population dans un certain nombre d'endroits ou au contraire des zones désertiques ou isolées, et de ce que sont ses caractéristiques, y compris physiques. Parce que l'énergie idéale, c'est l'hydraulique finalement. Lorsque vous êtes bien doté par la nature, si vous êtes le Canada, si vous êtes le Brésil, si vous êtes le Congo d'ailleurs, enfin les pays autour du Congo, insuffisamment utilisés pour des raisons diverses qui pourraient être débattues, et si vous n'êtes pas en prise au stress hydrique, c'est-à-dire au risque de sécheresse, l'hydraulique c'est l'énergie merveilleuse. Mais si vous n'en avez pas, vous êtes obligé de compenser. Alors pour en venir à la France, comme j'ai été auditionné récemment par l'Assemblée nationale sur le thème le pourquoi de l'échec d'une politique énergétique depuis 10 ans. Ça me simplifie la tâche et la transition vers ce que j'allais dire. Je pense que la France, comme l'Allemagne d'ailleurs, comme d'autres pays, s'est en partie tiré une balle dans le pied. Quand j'ai quitté Bercy, quand j'ai quitté le gouvernement, nous étions encore en France en position très forte grâce à la puissance de notre énergie nucléaire. 75% de notre électricité était d'origine nucléaire et nous avions des perspectives de développement très intéressantes, pas seulement dans le renouvelable, dans d'autres questions, et sans compter ce rêve de la fusion thermonucléaire avec ce projet
ITER que peut-être certains d'entre vous connaissent ou ont entendu parler à Cadarache dans le sud de la France, et qui est un partenariat entre beaucoup de pays industrialisés. Ça, c'est le rêve d'une énergie abondante et quasi gratuite, avec l'espoir d'y être aux alentours de 2050. Mais nous avions cet atout, et puis la politique peut faire des erreurs. François Hollande, pour ne pas le nommer, président de la République suivant Nicolas Sarkozy, a pris la décision de limiter à 50% l'énergie d'origine nucléaire et donc de fermer un certain nombre de réacteurs, Fessenheim notamment. Et il a mis un vrai coup d'arrêt à la filière nucléaire française, qu'aujourd'hui, avec quelques années de retard, le président Macron essaie finalement de relancer. Voilà comment un zigzag de politique énergétique peut transformer ce qui était un atout, non pas en une faiblesse, n'exagérons pas non plus, il reste encore 56 réacteurs nucléaires en activité en France, c'est encore un bel atout, mais nous l'avons abîmé, et entre-temps, les Chinois notamment, mais pas seulement, les Américains, par des initiatives publiques comme par des initiatives privées, parce que de grands entrepreneurs américains se sont tournés vers le nucléaire, finalement ont largement rattrapé le retard. J'en finis par un autre exemple de ce que, moi, est une très grosse erreur de politique énergétique, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, la chancelière Merkel de l'époque, après l'accident de Fukushima, réagit en apparence sur des motifs, je dirais, d'émotion par rapport à l'accident de Fukushima. Tout le monde sait qu'en fait, c'était pour préparer un retournement d'alliance, pour une alliance avec les Verts, et elle décide la sortie du nucléaire. Et les écologistes, vous en êtes témoins, applaudissent de toute leur force. L'Allemagne, dont on ne connaissait pas, on ne savait pas que c'était un microclimat particulièrement ensoleillé, devient la championne du monde de l'énergie solaire. Moyennant quoi, en même temps, elle relance totalement le charbon, elle devient totalement dépendante du gaz russe, elle émet plus de CO2 qu'elle n'en a jamais émis, et elle est obligée, en catastrophe, de ne pas fermer ces 3 derniers réacteurs nucléaires. Ce que je veux dire par là, et j'en finis, c'est que la gestion d'une politique énergétique, c'est difficile. On pourrait y revenir sur quantité de sujets, mais je ne veux pas être trop long. Mais ça suppose de la patience et l'acceptation du temps long. La politique énergétique, c'est pas on pilote pas un kart sur une piste, hein. C'est plutôt un paquebot dont la trajectoire doit être lissée et sur lequel il faut accepter des investissements à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et le mieux, c'est que j'allais dire la petite politique au sens préoccupation électorale de très court terme ne vienne pas perturber des cours longs, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez faire des erreurs dramatiques. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais passer à monsieur Zoran Jolewski. I will speak in English now. I have a question for you. How renewable energy can contribute to the economic growth? Thank you very much. I will start my expose on a positive note. The question was energy and sustainability, green and growth, question mark. The answer, according to me, is simple. Yes, this transition can increase our GDP, can create new jobs, and can make us richer. But in order to achieve that, we have to have a comprehensive strategy, which includes all major stakeholders. When I say all major stakeholders, it does not mean only the governments, but also we need to have a private sector and society in general. And also, what's very important, this transition has to be just and inclusive. I will put if you look at this transition, we can see that we need a lot of investments. The investments
according to some estimates, let's say by 2030, we need to invest in general in the world on average $5 trillion a year, which is 30 trillions until 2030. Until 2050, 150 trillions we need to invest. Unfortunately, because of the COVID crisis, the governments around the world, they don't have that money. We need to have a private sector on board in order to achieve that transition. And through that transition, if we do it right, we will increase the jobs, and we will also, it can be inclusive transition. If you look at the minister mentioned about the role of the private sector and research and development in the private sector. As the minister mentioned, the price of renewables, price of the producing electricity from renewables from 2010 until 2023 declined for 90%. In that time, in 2010, the electricity produced by photovoltaics was 710% more than the cheapest fossil energy produced, electricity produced by fossil energy. And that trend continues. Like, for example, from October last year until October this year, the price of solar energy produced by electricity by solar energy decreased 40%. So the possibilities are there, but we need to work together with the private sector. And as one of my colleagues from Harvard, she spoke about reimagining of the capitalism. What does it mean? To have on the board the private sector in achieving not just the profits what are important for the private sector, but as well as some social objectives. Climate change, renewable energies, green energy is very important for the future of our generations. We don't speak about just for ourselves, but we speak about generations who are coming after us. You know, we can look at the strategic documents of European Union regarding the green energy deal, which is transition. In that deal, they took it holistic and comprehensive approach. It was not just about renewables, but also other sectors like energy efficiency, more efficient transportation, and also how we can use that transition to have a more efficient, even agriculture production. So the opportunities are there. If you use this approach, I believe we need to first create, and we are in a way to create a common value, which we need to protect our Mother Earth for future generations. And the private sector has to be on board with us to achieve that. In that case, we are having investments, impact investments. Those are investments who are at the same time for profit, but also for achieving a certain social goal. And in this case, we speak about investments to protect our Mother Earth and to have a green economy and to reduce the rise of the temperature by 1.5% by 2050. The money are there. The private sector has enough funds to achieve that. But we need to have them on board, and they're on board. Just before this panel, I was attending the panel about Africa trade and investments. And it was a gentleman, representative of French industry, French investors. And what he said also applies for us here. He said we need to find a way how to de-risk the investments. He spoke about Africa, but I will say in general, to de-risk the investments in the renewables, in this green transition. We know that some of those, we need to create innovative financial instruments in order to help private sector, because those investment funds, they have, as I mentioned, enough funds under their management, but also at the same time, they are responsible towards the people who put the money with them. So we need to find a way how, on the long run, to have instruments how to de-risk that investments from the private companies. And, you know, they support. Young generations especially, they understand that we need to invest in this area. I'll never forget when the students were buying jackets
which were costing $150, and on those jackets were written, made from recycled plastic. So they were ready to pay. You have consumers who are ready to pay more just to be socially responsible. And there are a lot of investors who are not ready to invest in the companies who are not following the ICGs. It's about environment, social responsibility, and governance. So we need to develop the matrix where those funds have to report how they have invested in these goals, social goals. I will stop there and later on we can continue. Okay. Thank you. Je vais passer au secteur privé, justement, pour rebondir sur ce qui a été dit. Alors je m'adresse à Monsieur Loïc Jaguer-Dubert, vous qui représentez Engie en Afrique du Nord et qui travaillez aussi avec des institutions. Dans les programmes que vous mettez en place, comment vous travaillez pour inclure la société civile? Merci beaucoup. Alors tout d'abord, merci aux organisateurs, à l'Institut Amadeus pour l'organisation de cette conférence et pour l'invitation. J'ai toujours tendance par commencer par la même phrase, I wish I was a girl, I wish I was a woman, si seulement j'étais une femme, quand on voit la diversité de ce panel, et surtout quand on parle croissance, j'ai sorti une dernière étude très récente qui montre que les femmes CEO ont une croissance, des performances financières 3% supérieures aux hommes. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui me sauve? Notre CEO monde, donc une des seules CEO du CAC 40 est une femme, donc est née en plus à Salé au Maroc, donc elle nous sauve doublement aujourd'hui. Donc je referme la parenthèse. Je comptais évoquer ce sujet. Ah, tant mieux. Engie, exactement, Monsieur Besson, exactement. Vous me connaissez bien. Engie, en 10 secondes, leader de la transition énergétique, présent dans une trentaine de pays, en Afrique, principalement au Maroc, en Égypte, en Afrique du Sud, au Sénégal et en Afrique subsaharienne, pour tout ce qui est accès à l'énergie, microgrid, etc. Alors effectivement, l'urgence climatique et toutes les catastrophes qui l'illustrent ces dernières semaines nous montrent qu'il y a véritablement urgence à agir et à développer effectivement les énergies renouvelables. On n'a plus le choix. Et effectivement, c'est du temps long, mais dans l'urgence. Et je crois qu'on est tous conscients de cette urgence. Effectivement, ça peut recouvrir beaucoup d'énergie, évidemment l'énergie solaire, l'énergie éolienne, hydraulique, géothermique, les vecteurs hydrogène, l'hydrogène vert bien sûr, l'hydrogène naturel, l'hydrogène présent dans le sous-sol, et le Maroc est un des pays ayant le plus fort potentiel mondial dans ce type d'hydrogène, et puis évidemment la biomasse également. Et on est tous d'accord là aussi que ça représente un très bon investissement, que c'est de plus en plus compétitif, et puis ça peut répondre à une croissance à la fois durable et désirable justement pour les générations à venir. On a parlé aussi beaucoup de sécurité énergétique, de souveraineté économique, et tout ça doit se faire dans une approche systémique, holistique, qui permettent de créer des emplois, de faire revenir des industries. L'hydrogène vert, l'hydrogène au sens large peut être un vecteur pour ça, une opportunité de faire revenir des industries dans certains pays, et notamment au Maroc, et donc aussi de créer des emplois, de travailler aussi sur l'aspect formation des jeunes, des moins jeunes aussi d'ailleurs, pas seulement des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, et c'est aussi un moyen, vous parliez de communautés locales, d'impliquer toutes les communautés locales et finalement de travailler sur des territoires locaux d'énergie propre, avec une certaine économie circulaire. Et là aussi, l'Afrique a un énorme potentiel, 40% du gisement renouvelable mondial, c'est énorme. Et donc effectivement au niveau de l'inclusion des communautés, puisque c'était la question,
par cette création d'emplois, par cette formation professionnelle, on implique évidemment toutes ces populations. On peut travailler aussi sur l'inclusion sociale, la diversité des métiers qui entourent les énergies renouvelables, et pas uniquement le métier d'ingénieur, mais toutes les couches de la population. Et puis, c'est aussi améliorer l'accès à l'énergie, à l'électricité, ce qui est loin d'être acquis dans certaines régions d'Afrique. C'est aussi une énergie plus abordable qui va bénéficier évidemment aux plus vulnérables. Et donc c'est aussi pour ça qu'Engie est en Afrique subsaharienne, sur l'accès à l'énergie des foyers en Afrique rurale notamment, à travers des systèmes solaires domestiques ou des mini-réseaux. Donc voilà, non seulement il faut travailler sur les écosystèmes qui amènent de la croissance, qui amènent des emplois, avec cet aspect très important de la formation professionnelle, mais aussi travailler sur l'inclusion des communautés locales et de tout type de communautés locales, y compris les femmes. Et surtout les femmes. Merci Loïc Jaguer-Hubert. Je vais passer à Monsieur Ahmed Rouizem, nouvellement membre de la famille Huawei au Maroc. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner un topo justement de la réponse énergétique que propose Huawei justement au-delà du Maroc? Ça peut être au Maroc, mais au-delà. Okay. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très ravi d'être parmi aujourd'hui et de participer à cette session. Évidemment, je vais présenter brièvement la société Huawei parce que, éventuellement, pour le grand public, Huawei c'est un fournisseur de téléphones portables et de montres connectées, mais non, c'est pas la réalité. On s'est lancé depuis 10 ans dans le domaine renouvelable, plus particulièrement dans le PV, le photovoltaïque, le solaire photovoltaïque, en proposant des solutions qui sont innovantes, intelligentes, fiables, et le plus important, sûres. Donc, à fin 2022, on a livré plus que 300 gigawatts d'onduleurs solaires partout dans le monde. Huawei, aujourd'hui, c'est 207 000 salariés qui sont répartis sur 170 pays partout dans le monde. On a presque la moitié de nos effectifs travaillent dans la R&D et on investit presque 20 à 25% de notre chiffre d'affaires dans la R&D. Donc, ce qui fait de Huawei parmi les leaders en termes de brevets, parce qu'on parle aujourd'hui de plus de 1700 brevets partout dans le monde, dans différents domaines, y compris le renouvelable. Donc, si je parle de l'Afrique, Huawei, on est à peu près, plus que depuis la création de Huawei, on a intégré le marché africain en 1987. On a créé plus que 9000 postes en Afrique, on a 16 bureaux qui couvrent 50 pays. Si je parle du Maroc, donc on a 3 bureaux, un bureau à Rabat, un bureau à Casablanca, un troisième bureau dont je fais partie qui à la Marina, Casablanca, mais qui chapeaute le Nord-Afrique, une partie de l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, donc ça c'est en gros. On a bien évidemment donc des centres d'expérience en innovation, un en Égypte, un deuxième en Afrique du Sud. Nous avons des centres d'assistance technique en Égypte, un deuxième en Tunisie. Et voilà. Donc là, je reviens au sujet de la session, c'est que Huawei peut contribuer à accompagner les partenaires, les développeurs, les gouvernements à faire cette transition énergétique vers un monde bas carbone, idéalement zéro carbone. Donc, pour nous, notre vision, elle est simple. Elle est basée sur une économie qui est digitale, premièrement, décarbonée, croissante et durable. Pour atteindre cela, il faut travailler sur 5 axes. Le premier axe, c'est la connectivité. Donc, tout le monde parle du développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement le solaire, parce qu'on travaille spécialement sur le solaire. On ne peut pas développer ce projet, donc il faut être capable de communiquer avec ces centrales, les contrôler comme toute unité de production. Donc nous, Huawei, on propose bien évidemment des solutions pour des réseaux fixes, qui est la fibre optique, des solutions mobiles comme la 4G et la 5G, et pour gérer derrière toute cette connectivité de masse. Donc aujourd'hui, si on parle en chiffres,
un investissement dans la connectivité, dans l'ICT peut contribuer à hauteur de 1% dans le PIB. Donc voilà, on voit qu'il y a un lien direct entre la connectivité et le développement économique. Un deuxième point, c'est que voilà, donc il y a plusieurs pays qui ont opté pour cette économie digitale, qui ont tiré bénéfice depuis des années, donc comme l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, la Suisse, etc. Parce qu'il s'est avéré qu'un investissement dans l'ICT, il est 6 à 7 fois plus rentable en fait qu'un investissement classique. Donc pour cela, donc pour développer du renouvelable, il faut la connectivité, il faut l'accessibilité en fait en termes de communication. Et Huawei peut jouer un rôle très important dans cet aspect. Le deuxième point, c'est que maintenant on parle de la data. Donc des centrales solaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs onduleurs, des éoliennes, beaucoup de centrales de production. Donc il va y avoir beaucoup de data, il faut être capable de tirer profit de ces data. C'est pour cela qu'ils vont installer des solutions data center, des solutions cloud, et encore une fois, des solutions en local, parce qu'il faut respecter la souveraineté numérique des pays. Et Huawei, à ce stade, on a un package global qu'on propose à nos partenaires et à nos clients, parce qu'encore une fois, il s'est avéré qu'un investissement de 7% dans des solutions cloud, avec tout ce qui va derrière, de l'intelligence artificielle, data mining, big data, etc., peut contribuer, encore une fois, à hauteur de 1% dans le PIB. Le troisième axe qui est le plus important, c'est la formation des ressources. Développer du renouvelable, il faut des ressources. Il faut suffisamment d'ingénieurs, suffisamment de techniciens, suffisamment d'architectes. Et Huawei, depuis 2012, on a lancé ce qu'on appelle Huawei ICT Academy. Aujourd'hui, on a annuellement 200 000 inscrits. Donc on forme les ressources des étudiants. On s'est lancé depuis août 2022 à former également les professeurs. Donc on a lancé un programme au Sénégal, on a formé presque 200 enseignants. Et derrière, presque 15 000 élèves ont tiré bénéfice de ce programme. En Afrique, on a lancé ce programme en 2019. On a pu former plus que 120 000 étudiants. Et on a lancé pareil donc la compétition, donc en ICT, on commence maintenant à proposer donc des formations dans le domaine renouvelable et le PV. Le troisième axe, c'est l'écosystème. Donc il faut pour avoir une économie qui est croissante, durable, digitale, etc. Il faut développer l'écosystème. Donc nous, avec une vision gagnant-gagnant, on essaye tout le temps de favoriser le développement des sous-traitants locaux, des fournisseurs locaux. Donc si je parle par exemple du Maroc, depuis la création de bureaux officiels en 2022, Huawei représente 5 milliards de valeur créée. Plus de 550 millions d'achats locaux. Donc on contribue en fait dans l'économie locale. Et au-delà de ça, Huawei au Maroc, depuis sa création, encore une fois, ça représente plus de 35 millions de dollars de contributions fiscales. Donc le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la décarbonisation, parce que tout le monde parle de la décarbonisation, et c'est là le sujet. Donc, parce que moi je fais partie du département Smart PV, donc on propose des solutions qui sont principalement solaires. On a des onduleurs solaires, des postes de transformation, des solutions de stockage d'énergie en grid, en microgrid. Donc on peut couvrir tous les scénarios possibles, donc du résidentiel, donc les petites toitures, du CNI, donc les grandes toitures et les industriels, et on peut également travailler avec les grands développeurs pour construire des centrales au sol. Comme je disais au départ, fin 2022, on a livré plus que 300 gigawatts partout dans le monde, mais en Afrique, le dernier projet qu'on a pu mettre en service, c'est un projet en Afrique du Sud, c'est un 540 mégawatts d'essai. Au-delà, évidemment, on est impliqué dans plusieurs domaines, parce qu'il y a la mobilité aussi. Donc, on a lancé avec l'un de nos partenaires en Chine notre véhicule électrique, donc Aito, en berline et en SUV. Et voilà, donc je m'arrête là. Comme ça, on peut peut-être éventuellement décortiquer d'autres points au cours de la session. Merci beaucoup pour tous ces détails donnés. Mr. Mehmet Agouchou, you're a senior advisor of British Gas. So it's very important to have you between us today just to explain or share with us the fossil energy is not finished, specifically after the war between Russia and Ukraine. More and more investors started again to invest in fossil energy.
in oil and gas. And can you share with us your experience on that? And just to understand, we can be in the both. So we can be in fossil energy because we need energy, and in the same time to invest in renewable energy. Thank you. Thank you. If you didn't introduce me that way, I think fossil fuel will feel like an orphan here in this room. And we need both renewable and fossil fuel, as well as the new energy sources that are coming thanks to technological innovation. I feel somehow in a crossfire because I sit on the boards of companies, international companies, working on renewables as well as fossil fuels. I also served in the International Energy Agency in the past, where we made long-term projections. And so there's some confusion. I think one clear reality which we all recognize is fossil fuels and renewables will have to work hand in hand. You mentioned that the share of fossil fuels today in the world's energy mix still around 83%. This is a huge percentage which will not change in the foreseeable future. Of course, compared to 20, 30 years ago, there are greater opportunities to speed up the process, because before we were always thinking about energy industry with long-term lead time, 20 years, 30 years. But now, in a couple of years, things might change. I agree with that. And in many countries, now share of renewables in the power mix is huge. I understand in Morocco it's almost 50%, 47% you said. In Turkey, 54%. In UK, more or less the same amount. So it's going to change significantly in this regard. But the reality remains, we have to live in the foreseeable future with fossil fuels. There are some contentious issues here. You refer to the IEA report, where I worked in the past, and I was also with the OPEC Secretary General 2-3 weeks ago in Fujairah. And he was furious about IEA projection that oil demand will start declining, will peak after 2030. He said this is going to undermine investment going to oil and gas, because investors are somehow confused. They know that we are heading towards a green future, but how long and when it's going to take place, I think is a question mark. Therefore, when we talk about the green growth, what does it mean, green growth? It means that new economic opportunities, expanding economic opportunities in a rapidly growing global population. We need more economic opportunities. At the same time, we need to protect our environment and planet if it's going to be long-lasting. So short-term and long-term goals, there's a clash between them. So I think we need to manage reconciling these two. If you look at the investment levels, you ask about it, and last year, $2.8 trillion spent on energy investment worldwide. Against every dollar for fossil fuels, $1.7 spent on renewables. I think this will continue that way on that trajectory. Also, there is a generational issue. We perhaps belong to the fossil fuel era. New generation want things to be fixed quickly. They want to move forward very quickly on green energy. I don't think that energy can be handled only in the context of climate security, clean energy versus energy supply security in fossil fuels. Because I think it has a pervasive place. It's not niche. This clean energy transition will continue, not only because we love green energy, we love renewables, because it is an economic reality. In regard to industrial competitiveness between Europe, China, United States, and Global South, also related to new job creation, also industrial leadership, who is going to do what, it's related to that. Unless you make it have an economic meaning, it's not going to move forward. Of course, we all want a green future, ecological balances to be respected, and also local pollution to be cleaned.
But unless you give it such a strong economic stimulus, not China is keen to reduce carbon emissions for the sake of it, although it's also suffering, but it gives China such a huge competitive edge in many regards. Today, China is spending about $560 billion on clean energy. This is 4 times bigger than what US is spending, 140. Perhaps thanks to the Inflation Reduction Act, IRA is going to spend more in the years ahead. There is also a tension between producer and consumer countries. I used to work with IEA, but also I was talking to the OPEC Secretary General, and he thinks that the IEA efforts to push forward clean energy, as opposed to its rationale, you know, it was created in 1974 for oil matters, oil security, it's going to undercut the investment going to fossil fuels. So this tension, I think, needs to be reduced. We don't have to belong to one party. It's not black and white. So unless we recognize this reality, it's going to be quite difficult. In today's world, priorities are changing. A few years ago, in a world where we had abundant energy supply, you remember, you know, COVID and before that, and it was easy to put so much effort on zero net growth. Yet now, with the geopolitical tensions increasing, also, you know, including Russian gas being outside the European radar of supply architecture, and new conflicts emerging here in the Middle East, starting with Gaza, US-China confrontation, where it will go. You know, you remember Obama used to say it's economy stupid. Right now, we are saying it's geopolitics stupid. Geopolitics will play a disproportionate role in shaping our policies in the future. So, very shortly, I want to conclude by saying that COP28 don't have high expectations. As London Energy Club, we organized a meeting in London bringing the Americans, the Europeans, Chinese, and the conclusion was no government is able to put up additional money. There will be a lot of rhetoric, no doubt about that, but UAE had high hopes from this meeting. I think it's going to be a repetition of Sharm el-Sheikh in many regards. Private investors will not put money into that unless there is some sort of certainty, government guarantees, also investment climate being cleared and improved. If money will come, most of it comes from the governments, which have great difficulty in funding, and international organizations, ARENA, for example, the Renewable Energy Agency in Abu Dhabi, they said we collected a huge amount of funds to put money into renewable projects. We received almost 860 projects. Only 6 of them have been vetted and financed. So there is money, no doubt about this, in the private hands, but there are not bankable projects around, or projects which have not been put into a format where investors could come. So I think there is a race going on, but there is not going to be one winner in that. We have to develop win-win propositions in this regard. Let me stop here. Thank you so much for all these details. It's very important, specifically on this subject. Now I will ask Mr. Shukri Moussaoui from Netherlands about your experience in around 40 countries, in different countries, on this field. So can you share with us your experience, please? It's always interesting to be here with an esteemed group of fellow panel members, and it's more difficult to be the last one to ask to say something, to think of what would be interesting still to say, right? So, and then I found something, but my colleague here went away with it as well. So let me try to take another angle for the sake of the debate. We in this world today are fully aware that we all need to drive to net zero. I mean, that's clear. And we do that with two major ways. One is to decarbonize the hard to abate sectors, and that is the
the cement industry, the steel, the transportation, airlines, shipping, and so on, and also direct electrification. There is only one, I'm sure there are more, but there is one major dilemma in this, or actually it's a paradox in the energy transition. In order to be fully net zero, you need an enormous amount of CO2 still. And that's a little bit that my colleague next to me said. In order to build all those windmills, to build all the infrastructure today, to build all the steel, to build all those solar panels, to ship them globally, you need a huge amount of CO2. And I am in doubt whether the world is understanding that there will be a huge peak still. So you cannot tell today to the world, net zero, let's start today, let's do nothing. I mean, that's really doing nothing, not traveling, not distributing, absolutely nothing. You cannot do that. So, and that's the dilemma that we need to be very aware of in the world. Like, we need to decrease the 1.5 degrees as the COP21 agreement was in Paris. But unfortunately, and I'm afraid to say so, that you need a large peak in the short term in order to get to real decarbonizing the world. And it's a big challenge, right? I mean, it's not easy. I mean, you need to build a duplicate of the current infrastructure in the world. And today, why don't we have more energy, decarbonized industries, or more effective the energy transition? I mean, it's not a demand problem today. Today, it's a supply problem. If you go to technology companies that can supply maybe electrolyzers or its derivative technologies like green ammonia or e-methanol, I mean, they have a backlog of 10 years maybe from today. So if you want to do business with them, you need the stuff, you need to wait for 10 additional years because their own plants, their own factories are not in place yet. So it's a supply problem today. The second thing is that we face, I mean, I know the Netherlands pretty well as I'm a supervisory board member in Rotterdam of the Energy Transition Fund. One of the partners in this NEOM coalition in Saudi Arabia, Air Products, they have agreed to buy the full capacity of green ammonia, green hydrogen in Saudi Arabia. One of the ideas is to bring this to Rotterdam and bunker that and distribute that to the rest of Europe. They halted the terminal building because the regulation is not in place. So sometimes the governments, they try to mimic the oil and gas situation or status quo into the new energy, but the regulation is not one-on-one. So regulation is not in place either. So that's the second problem. And the third thing is, I mean, you have also technological challenges. I mean, today we talk about gigawatts and so on, but it's really terawatts that you need. You need a huge amount of solar panel parks, huge amount of windmills globally to really drive the energy transition. And that's not easy. Another one is political stability and willingness. In the Netherlands, today we are on the verge of new elections, parliament elections, government elections, I think in next week Tuesday. And a lot of people, a lot of elements within the society in the Netherlands, and I'm sure it's in the rest of the world as well, they don't feel part of this energy transition because it's presented as it is a zero-sum game. So we need to drive the energy transition at your cost of well-being. That gives a very discomfortable situation for people, right? So these societal movements, they have emerged into political parties. So today, the exit polls are not very good for the energy transition in the Netherlands. Large group of societal organizations, they have formed the farmers' political party to make sure that this energy transition is halted.
because people don't feel they are part of it. And in order to create a support base, you need to make sure that everyone within your organization, society, country is part of this by giving them also the quick wins. Coincidentally, in the Netherlands, they have also been working with net metering. So if you produce energy from your solar panels on your roof, you can send this back to the grid and you can get paid for it, or you can get the amount deducted from your invoice. Well, that's interesting. And then it became a game for many people. They tried to, put solar panels as much as they could on their roofs, also of the neighbors, and sell the energy back to the grid. I mean, that was fun. So there was a game element into it. Now they have removed this, the Dutch government have removed this opportunity for people. So it's not funny anymore. So everything is getting expensive. So in order to make sure that your society joins in the movement also in this energy transition, you need to build this support base by giving them also the quick wins. I'm stopping here. Thank you so much. So you are the last one of the panel. I will switch in French. J'ai entendu toutes les interventions des uns et des autres. Ce que je retiens principalement, c'est que il y a un besoin important de se focaliser sur les énergies renouvelables, mais en même temps, avec les multicrises qu'on a connues, le Covid, les guerres actuelles, que ce soit en Ukraine et en Russie, avec le Proche-Orient actuellement, les sécheresses, on ne peut pas se passer aujourd'hui de l'énergie fossile, et en fonction aussi des besoins des pays, des continents. Je constate également que la COP 28 arrive demain, mais concrètement, les gouvernements aujourd'hui n'ont plus d'argent, avec l'inflation, avec l'augmentation des prix des matières premières, des prix du oil, qui ont principalement été, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon, qui ont principalement été augmentés et financés en partie. C'est bon là? Qui ont été financés par les gouvernements. Donc il y a un besoin très important d'inclure le secteur privé et d'attirer aussi le secteur privé, parce que c'est pas simple. Et justement, je vais rebondir à son Excellence. Vous représentez l'Afrique. Aujourd'hui, je représente une société privée qui est dans le secteur de la finance. Et à maintes reprises, dans ce segment-là, qui sont les énergies renouvelables, il n'y a pas longtemps, l'été dernier, aux États-Unis, où il y avait vraiment tout le quota financier du monde, pas seulement américain, également en Arabie Saoudite, il y a encore 15 jours. L'Afrique fait peur. Comment comptez-vous, en tant que représentante d'une organisation comme l'Union africaine, attirer des investisseurs des secteurs privés, parce qu'on en a vraiment besoin pour pouvoir développer ce segment? Comment les attirer, comment les rassurer, même si on sait qu'il y a pire ailleurs, mais l'Afrique fait quand même toujours peur. Merci, mais par rapport à votre résumé, je crois qu'on n'a pas parlé tous des énergies renouvelables. Je crois qu'on a parlé d'énergie propre et on a parlé d'un mix énergétique qui convient à chaque contexte. C'est de ça qu'on a parlé. Non, je tiens à le dire parce que l'Afrique a une position très claire qui a été déclarée déjà au COP 27. L'Afrique, notre décision africaine, notre position africaine, c'est d'utiliser toutes les sources d'énergie qui nous sont disponibles. Vu la situation unique peut-être au monde, la situation de l'Afrique, j'ai parlé donc de cette pénurie en énergie qui existe, donc c'est important qu'on utilise tout ce qu'on a, y inclut le nucléaire. Déjà, on a 12 pays qui ont déjà commencé les premiers pas, et d'ailleurs, le nucléaire ne devrait pas faire peur parce que les nouvelles centrales, les SNRs,
les petits centraux, enfin, small nuclear reactors sont fiables. Question de sûreté, il y a là. Et d'ailleurs, à Fukushima, il y a une seule personne, le monde tient, enfin, l'oublie toujours, il y a une seule personne qui est décédée au Japon à cause de Fukushima. Les autres, enfin, les autres chiffres, c'était pas à cause du réacteur du tout. Hein. Mais c'est bon, on parle ici, il faut se fier donc les questions qui nous servent à nous en Afrique. Donc, on va utiliser tout. Mais en allant vers l'avant, nous allons essayer donc d'utiliser de plus en plus d'énergie propre, vu son abondance dans nos pays et vu la question donc qu'on a vu depuis le Covid. D'ailleurs, ça fait 30 ans que nous, en Afrique, on parle de l'énergie en tant que priorité, mais il fallait qu'il y ait une guerre en Europe pour que d'un coup, l'énergie devienne une priorité, soi-disant pour le climat. Donc ça, c'est de 1. De 2, donc on continue donc à augmenter la part des énergies propres et d'où encore une fois la question des investissements qui sont comme vous l'avez dit, il n'y a pas un gouvernement, enfin, les fonds publics ne peuvent pas du tout donc répondre aux besoins et en financement que nous avons. Il y a 2 choses. À l'Union africaine, donc nous travaillons avec nos pays pour améliorer donc justement ce climat d'investissement pour être de plus en plus quantitatif et attrayant. Et je parle de tous les pays, pas quelques pays qui sont d'office attrayants. On fait aussi donc ce travail extraordinaire de plaidoyer pour que les agences internationales repensent la façon et comment nos pays sont portrayés, même les médias, à chaque fois, et malheureusement parfois même des médias africains qui sont en train de perpétuer un stéréotype qui peut-être était valable, enfin, le siècle dernier, hein, mais ce n'est pas le cas. Troisièmement, nous avons déjà sur le continent pratiquement une guerre, enfin des superpuissances pour s'octroyer de nos ressources. Mais là, c'est pas qu'on n'est pas attrayant, mais c'est que bon, on est attractif de quelqu'un d'autre. Mais ce que l'on voudrait, c'est que ces investissements se passent sur place, qu'il y ait une plus-value sur place, qu'il y ait des emplois sur place par nos ressources africaines. Donc, il y a un travail que nous faisons, nous, déjà en interne, mais aussi à travers l'Union africaine, souvent, enfin, un autre instrument pour dérisquer ou bien pour créer une économie d'échelle, nous sommes plus de 50 économies, petites économies. Donc, et on crée cet espace extrêmement grand. On parle d'un marché unique de l'énergie en Afrique, un marché de toute l'Afrique. On va pour qu'il y ait donc les sources de la génération de l'électricité, mais aussi transmission de l'électricité et l'utilisation de l'électricité. Donc, c'est un marché énorme déjà pour nous et pour le monde. Donc, on est en train de créer cet espace. On a déjà commencé par le plan maître pour le continent et harmoniser nos règlements et politiques pour aussi créer cette économie d'échelle pour les investisseurs et pour dérisquer, entre autres, donc, les investissements. Il y a des sources d'énergie qui sont extrêmement fiables, comme la géothermie, qui est une source formidable. Déjà, j'ai dit que l'Afrique de l'Est dépend principalement, peut-être 90% sur la géothermie. Donc, il y a plusieurs tactiques, soit au niveau du continent, mais aussi à l'échelle mondiale et globale. Et ça a été reconnu. Ce qu'on est en train de dire, ça a été reconnu. Il n'y a pas que le de-risking instruments. Il y a aussi revoir cette perception de risque. Il y a que ça soit réel et réaliste. Et puis, il y a l'urgence climatique. On ne voit pas pourquoi le Fonds monétaire pendant le Covid, il y avait les Special Drawing Rights, SDRs, parce que c'était une urgence lors du Covid. Pourquoi il n'y a pas des SDR pour le climat? Et puis surtout que tout le monde sait que l'Afrique est importante. Donc, il y a même le monde ne parle pas de la même manière. Il faut que les messages et les instruments soient créés. Et oui, le COP est très important, mais nos aspirations, nos plans, nos stratégies, c'est pas uniquement le COP. Le COP, c'est 2 semaines.
nous devons travailler 11 mois et demi chaque année pour justement donc répondre aux besoins de nos populations. Last but not least, pour nous, les questions de climat et les urgences, pour nous en Afrique, ça rime avec urgence de développement. On ne peut pas imaginer un pays, on ne peut pas imaginer un continent qui va se développer sans énergie. C'est vrai que c'est le climat pour les autres. Encore une fois, nous sommes le continent, la région qui émet le moins. Et à savoir que le gaz naturel constitue une partie importante et cruciale dans notre mix énergétique. Et ça va en croissant. D'abord parce qu'il y a un potentiel important de gaz naturel en Afrique. Deuxièmement, parce que c'est le plus propre des énergies fossiles. Troisièmement, parce que c'est essentiel pour le clean cooking, comme je viens de dire, et on ne voit pas qu'au contraire, on va l'utiliser massivement. Et ça à savoir que si on triple, même quadruple le gaz naturel utilisé actuellement en Afrique et pour électrifier toute l'Afrique, nos émissions en Afrique vont augmenter de 3% à 3,06%. Donc, ceux qui parlent climat, ceux qui parlent émissions de carbone, doivent regarder ailleurs et non pas l'Afrique. Non, mais c'est surtout les effets. Nos programmes de développement. Non, c'est pas uniquement le fait d'émettre des émissions à effet de serre, c'est surtout l'impact que le continent africain a. On l'a déjà. On le voit, les inondations, on le voit dans les sécheresses abondantes. Donc c'est plus dans ce sens-là, parce qu'effectivement l'Afrique n'a rien à voir réellement dans cet réel impact, mais va être impactée. Je vais poser une dernière question avant de passer au public. Il nous reste que 10 minutes et j'aimerais poser la question au directeur général de Mazen, Monsieur Tariq Hamad. Aujourd'hui, Mazen représente la majorité des projets des énergies renouvelables, toutes sortes d'énergies renouvelables. J'aimerais savoir, le Royaume du Maroc aujourd'hui se positionne comme un pays attractif dans ce segment, en termes d'investissement. Aujourd'hui, le Maroc a des visées dans le secteur de l'hydrogène et avec une volonté de l'exporter vers l'Europe. Avez-vous assez d'investisseurs permettant de développer ce programme? Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, je tiens à préciser un élément important, c'est-à-dire Mazen est l'agence qui a été créée pour accompagner donc, les objectifs du Maroc en termes d'énergie renouvelable, mais une bonne partie des investissements faits dans les énergies renouvelables au Maroc ont été portés par le secteur privé. C'est-à-dire nous avons encouragé les premiers projets avec de l'investissement garanti par l'État, mais une fois donc le modèle est devenu viable, périn, donc le secteur privé a pris le relais et une bonne partie des projets développés, que ce soit éolien, solaire, l'ont été faits à travers le secteur privé en termes de capital, en termes de dette également. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Maroc a mis en place les instruments légaux permettant d'encourager cet investissement privé. Pour rappel, il y a 3 frameworks au Maroc pour investir dans l'énergie renouvelable en général. Il y a le marché réglementé qui est, lui, porté par la partie publique en termes de, on va dire, de prix de vente, mais dans lequel le privé aurait, a déjà et dans le futur aurait la majorité en termes d'investissement. L'acheteur étant Mazen, donc, qui revend à l'opérateur de transport du réseau. Donc ce segment est porté par la partie publique, mais l'investissement est aussi porté par le privé. Le deuxième segment, c'est le marché libre pour les énergies renouvelables. Au Maroc, nous avons des instruments qui permettent au secteur privé d'investir directement dans la production d'électricité verte et de la vendre directement aussi aux consommateurs privés. Ça a été ouvert à la haute tension, l'ouverture à la moyenne de tension est en cours et à terme aussi la basse tension et justement pour promouvoir ces investissements privés.
Et je pense qu'aujourd'hui, la grande partie, en général dans le domaine du renouvelable, est portée par le secteur privé. Bien sûr, l'opération et la construction et l'exploitation y est majoritairement menée par le privé. Ça, c'est pour répondre à la première part de votre question. La deuxième, donc, au niveau de l'hydrogène, je l'ai dit, pour nous, c'est un élément qui va être essentiellement drivé par la demande privée, c'est-à-dire que l'État mettra à disposition une assiette foncière, aidera à l'accompagnement des projets. Alors, jusqu'à aujourd'hui, pour donner un chiffre, plus de 75 grands opérateurs mondiaux ont exprimé leur volonté d'investir dans le secteur de l'hydrogène vert au Maroc. Donc, ils couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, dans lesquels il y a un panel d'investisseurs. On retrouve aussi bien les majors qui commencent à diversifier leur portefeuille, mais aussi des purs acteurs électriques, d'autres acteurs dans l'industrie. Nous avons cité l'acier vert et d'autres industries qui, justement, pour se décarboner, ont besoin de cet hydrogène ou ses dérivés. Et tout ce beau monde, justement, prospecte parce que le Maroc offre des avantages. Nous avons cité la qualité en termes de ressources, la proximité, les infrastructures, la capacité du pays aussi à réaliser des projets importants, nous l'avons démontré dans les énergies renouvelables, et le commitment. Je pense qu'un élément important a été mentionné par son Excellence M. Besson, c'est que la stratégie énergétique, c'est une stratégie à long terme. Et le Maroc a démontré, donc à travers justement sa stratégie à long terme et sa vision à long terme, sa capacité à mener ces transitions. Dans ce domaine, nous menons nos objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut différencier entre le secteur électrique, où justement aujourd'hui, la pénétration des énergies renouvelables est de plus en plus importante. Beaucoup de pays atteignent déjà des 50% en termes de mix capacité. On devrait aussi atteindre rapidement des mix de l'ordre de 50% en termes d'énergie pour la partie électrique, parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables deviennent compétitives. Lorsqu'on atteint, je pense, pour moi, le point d'inflexion où le variable de la partie fossile, charbon, gaz, au fuel, devient plus cher que la production électrique à base de solaire ou d'éolien, la pyramide de placement de l'électricité a changé. Au départ, on plaçait la base fossile ou la base nucléaire et on rajoutait le renouvelable. Lorsque le prix a baissé, la donne a complètement changé. On a tendance aujourd'hui à prioriser le renouvelable et le fossile joue un rôle de régulateur pour justement limiter l'intermittence. Et c'est un point déterminant, un point d'inflexion dans la gestion des réseaux. Bien sûr, il faut accompagner ça avec tous les moyens de stockage, d'interconnexion, de gestion de la demande, qui ont été cités notamment par le représentant de Huawei, et qui sont importants justement dans cette transition pour la partie électrique, et qui effectivement, dans un avenir 2030-2040, la partie fossile sera toujours présente. Bien sûr, selon les pays, selon les ressources, les interconnexions, la capacité de stockage, cette pénétration sera un petit peu différenciée, mais la tendance, je pense, y est. Il faut un commitment global là-dessus. Le grand enjeu serait sur les autres domaines d'activité, puisque la partie électrique ne représente qu'entre 20 et 25% de l'ensemble des émissions CO2. Donc sur les autres domaines, industrie, transport, il faut encourager la pénétration de l'électrique, la voiture électrique, d'autres transformations de l'industrie, et bien sûr l'avantage de l'hydrogène qui justement permet d'adresser ces secteurs où justement l'électrification n'est pas facile. Donc l'enjeu va être essentiellement autour du coût et ce que la société, dans sa globalité, est prête à supporter dans cette énergie de transition. Merci.
Merci beaucoup. On me presse pour finaliser parce que c'est censé finir à 16h15. Ce que je retiens justement de votre intervention, et là je vais évoquer l'exemplarité Maroc de par les sociétés déjà présentes au Maroc et qui ont déjà investi et qui ont déjà un track record. Aussi, pour rebondir sur ce que a dit son Excellence, ce n'est pas un choix définitif que de se tourner vers les énergies renouvelables, mais d'entamer et de poursuivre le travail effectué dans les énergies renouvelables et les énergies propres, pour reprendre vos mots. Je voulais également aussi dire que la position du Maroc est intéressante parce qu'il y a toujours des investissements en cours dans le secteur fossile, mais également dans le secteur des énergies propres. Donc, je vais rebondir également sur ce qu'a dit Monsieur le ministre Besson, c'est que il y a besoin d'avoir une vision long terme et de suivre ce processus et de ne pas être effectivement impatient à avoir un résultat tout de suite. C'est un travail de longue haleine, souvent en coordination avec les gouvernements successifs, et que tout n'est pas blanc ou noir, et qu'il y a quand même besoin, au-delà du Maroc, de travailler, et là c'est mon expertise qui le dit, de travailler sur l'image notamment de l'Afrique, sur les investissements. Je dis pas que rien n'est fait, bien au-delà, au contraire, je dis juste qu'il y a un besoin réel de travailler sur l'image de l'Afrique, et que l'Afrique n'est pas un pays, mais 54 pays. Merci.